Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je commencerai par quelques éléments de contexte pour vous présenter les pistes de réflexion développées dans le cadre de ce rapport portant sur les sections d'enseignement général et professionnel adapté, SECPA, Monsieur le Président, et les établissements régionaux d'enseignement adapté, EREA, à l'heure de la refondation de l'école. Les SECPA et les EREA scolarisent à partir de la 6e des élèves présentant des difficultés graves et durables d'apprentissage et ne maîtrisant pas toutes les compétences attendues à la fin du CE1. Ces deux structures se distinguent toutefois sur un point essentiel. En effet, les premières, qui accueillaient 94 384 élèves à la rentrée 2013, font partie intégrante des collèges. Quant aux secondes, ce sont des EPLE qui scolarisent des élèves, 10 250 l'année dernière, présentant des difficultés comparables à celles des élèves de SECPA, mais dont la situation personnelle justifie un hébergement en internat. Le positionnement et le fonctionnement même de ces structures contredisent deux grands objectifs corrélés et posés par la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République, à savoir la réaffirmation du collège unique d'une part et la promotion de l'école inclusive d'autre part. En outre, le nouveau cycle CM1, CM2, 6e remet en question la pertinence d'une orientation dans l'enseignement adapté à l'issue du CM2. C'est autour de cette première grande réflexion que s'articulent les questionnements posés dans ce rapport. Toutefois, se pencher sur la situation des SECPA et des EREA constitue une réflexion qui dépasse largement le cadre de cette première interrogation et dont les contours doivent être nuancés. En effet, les objectifs poursuivis par ces structures et les bénéfices indéniables qu'elles apportent à des élèves qui relèvent tous de la grande difficulté scolaire sont d'une telle évidence qu'ils ne permettent pas de réduire cette question à une simple contradiction avec l'école inclusive et le collège unique. Effectivement, l'organisation de ces structures dérogatoires leur permet d'offrir un cadre bienveillant à ces élèves. Au sein du collège, les élèves de SECPA sont ceux qui souffrent des plus grandes inégalités dans les apprentissages et le statut socio-économique. La classe de CP pesant très lourdement sur le destin scolaire de ces enfants. 84% des élèves orientés en SECPA ont redoublé leur CP. Le tableau qui figure en page 15 de mon rapport permet d'illustrer ces propos. Quant aux élèves d'EREA, leur situation est avant tout synonyme de fragilité exceptionnelle. Pour reprendre les propos entendus lors de ma visite à l'EREA de Bonneuil-sur-Marne, les jeunes qui y sont scolarisés sont souvent abîmés par la vie. Or, face à ces publics très particuliers d'élèves, les structures adaptées disposent de réels atouts. J'en citerai 3. Un taux d'encadrement optimal par rapport aux conditions d'enseignement ordinaire du second degré. Pour les SECPA, il résulte d'une norme nationale dont je rappelle qu'elle est fixée à 16 élèves par classe au maximum, ce plafond étant d'ailleurs rarement atteint. S'agissant des EREA, dans la majorité d'entre eux, on compte un adulte pour 2 élèves, un taux d'encadrement évidemment exceptionnel et qui explique la quasi-absence de décrochage dans ces établissements. La présence d'équipes enseignantes qui, d'une part, comprennent des spécialistes de la grande difficulté scolaire, et qui, d'autre part, se concertent chaque semaine, ce qui permet une réelle mise en cohérence des apprentissages. Enfin, dans les EREA, une articulation entre les activités éducatives de l'internat et le projet pédagogique de l'établissement qui permet de prendre en charge l'enfant ou l'adolescent dans sa globalité. Ce cadre protecteur favorise de facto la personnalisation de la réponse apportée à la situation de chaque élève de SECPA ou ceux d'EREA. Malgré ces atouts, l'enseignement adapté reste néanmoins critiquable ou fragile sur certains points que je vais énumérer maintenant. Premièrement, la procédure d'orientation vers ces structures, qui repose sur des commissions départementales d'orientation vers les enseignements adaptés, les CDOEA, donne trop de place aux tests psychométriques et aux préjugés selon lesquels il existerait un profil d'élèves de SECPA et ne prend pas assez en compte les acquis scolaires. Sur le même sujet, dès lors que l'orientation est établie vers la SECPA, les dossiers des élèves ne sont plus réexaminés en cours de parcours, ce qui empêche toute sortie de cette filière et toute réintégration dans le cursus ordinaire. Deuxièmement, accentuant le déficit de connexion entre SECPA et collège, les élèves de SECPA et ceux du collège pratiquent très rarement des activités communes alors qu'ils sont scolarisés dans le même établissement. Pourtant, des points de rencontre réguliers au collège entre la SECPA et d'autres enseignants, d'autres élèves, d'autres disciplines ne pourraient qu'encourager les possibles retours des élèves de SECPA dans le parcours classique. Quant aux EREA, ce sont des établissements qui trop souvent vivent en vase clos car ils n'ont que très peu de contacts ou d'échanges avec les collèges et les lycées professionnels voisins. Troisièmement, le taux de spécialisation des enseignants d'EREA et de SECPA est encore assez élevé, mais les départs en formation pour obtenir les certifications correspondantes sont en chute libre. Dans le cas des EREA, on atteint même un seuil critique en ce qui concerne les professeurs des écoles éducateurs chargés de l'internat,
En effet, leur recrutement n'est plus ouvert depuis que le Conseil d'État a annulé en 2002 le texte qui régissait leurs obligations de service. Leurs postes sont de plus en plus occupés par des assistants d'éducation recrutés par contrat, alors qu'il faudrait les confier à des personnels qualifiés et chevronnés. Quatrièmement, les parcours scolaires en SECPA ou REA s'apparentent à des voies sans retour. Une fois entrés, leurs élèves n'en ressortent quasiment jamais pour rejoindre les classes ordinaires, comme je l'ai dit précédemment, du collège ou du lycée professionnel. Cette vision tubulaire des SECPA et REA est préoccupante, au regard de l'absence de passerelle qu'elle révèle avec le cursus ordinaire, alors même que la refondation de l'école réaffirme le principe du collège unique. Cinquièmement, la simple terminologie retenue dans le Code de l'éducation qualifiant les difficultés des élèves concernés de graves et permanentes peut suggérer le caractère immuable de leur orientation sans autre issue possible que d'achever son parcours de formation en SECPA ou en REA. Sixièmement, la configuration des plateaux techniques sur lesquels s'organisent les enseignements professionnels délivrés en SECPA réduit considérablement le champ des possibles en matière d'orientation professionnelle et ne donne pas toujours lieu à des formations adaptées au tissu économique local et aux enjeux actuels de l'emploi. Enfin, contrairement aux objectifs fixés par les 2 circulaires qui les encadrent, ces structures ne garantissent pas à tous leurs élèves un accès à une qualification de niveau 5 du type du CAP. En disant cela, je tiens à rappeler que les réussites humaines des SECPA et des REA sont incontestables et nombreuses. Mais il est vrai que les performances des SECPA, où un quart seulement de leurs élèves arrivent à une classe terminale de l'enseignement secondaire qui les conduira à un diplôme, devraient nous interpeller. Sur ces points, je me félicite donc que le ministère de l'Éducation nationale ait mis en place 2 groupes de travail pour réfléchir à l'avenir de ces structures. Malgré la légitimité de ces remarques, il est nécessaire d'expliquer l'autre champ de réflexion qui a accompagné cette étude pour vous en exposer une lecture la plus complète possible. En effet, ces questionnements ne doivent pas conduire à sacrifier ces structures car elles offrent ce que l'enseignement secondaire n'est pas aujourd'hui en mesure d'apporter à ses élèves, c'est-à-dire un cadre exceptionnellement attentif à leurs besoins et qui leur permet d'apprendre autrement. Ainsi, la fermeture des SECPA constituerait de fait une perte irréparable pour le collège d'aujourd'hui. À long terme, en revanche, lorsque des équipes pluridisciplinaires enseigneront une culture commune de la maternelle au collège et seulement sur la base de cette condition, la question de leur disparition pourra se poser. En attendant, il convient d'adapter ces structures en tenant compte des limites du système actuel révélées dans le cadre de cette étude. D'abord, l'orientation vers l'enseignement adapté devrait reposer sur des critères scolaires et donner lieu chaque année à un réexamen du dossier de l'élève pour faciliter les retours vers la voie ordinaire. Ensuite, cette orientation ne devrait pas être conditionnée au redoublement de l'élève au primaire, car celui-ci représente un coût pour l'éducation nationale et une souffrance indéfendable pour l'enfant. Parallèlement, la 6e SECPA devrait laisser la place à titre expérimental, dans un premier temps, à une 6e mixte, qui permette une scolarisation partielle en 6e ordinaire. Dans le même esprit, des groupes d'élèves rassemblant plusieurs heures par semaine, ceux de la SECPA et ceux du collège, devraient être institués dans quelques disciplines, au moins la technologie, l'éducation artistique et l'EPS. En outre, les échanges de services entre professeurs de SECPA et de collège gagneraient à être développés, tendant vers une incitation plus systématique des élèves de SECPA à passer le brevet, tandis que des liens plus étroits avec les lycées professionnels voisins permettraient de pousser les élèves de SECPA à préparer le baccalauréat professionnel, ces passerelles devant aussi bénéficier aux élèves des REA. Par ailleurs, le travail remarquable des personnels enseignants des REA et de SECPA devrait être davantage valorisé, ce qui suppose notamment de permettre l'intégration des directeurs de ces structures dans le corps des personnels de direction par le biais de listes d'aptitudes spécifiques et de prévoir un grade de reclassement attractif. De même, les REA en pointe en matière éducative et pédagogique devraient devenir des établissements supports pour les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, les ESP. Pour cette raison, le maintien de ces établissements m'apparaît indispensable, même dans le cadre d'une école inclusive. En conclusion, ce travail m'a permis de découvrir un aspect méconnu de l'éducation nationale qui, à bien des égards, pourrait être une source d'inspiration pour la refondation pédagogique de l'école. En effet, les SECPA et les REA ne sont que la pointe émergée d'un phénomène, celui de la grande difficulté scolaire, qui concerne plus de 10% des élèves. Ce constat m'invite à formuler un vœu. Les enseignants, et pas seulement ceux des SECPA et REA, devraient tous apprendre à faire progresser des élèves différents qui ont des besoins différents. Pour l'école républicaine, dont la raison d'être s'appuie sur les bienfaits de l'école inclusive, pour la richesse et la qualité de la formation délivrée dans les SP, un des objectifs prioritaires de la refondation, il y a véritablement là, de mon point de vue, un beau défi à relever.
Je vous remercie pour votre attention et je profite de l'instant pour remercier sincèrement et chaleureusement Monsieur Cédric Gabriel qui m'a accompagné tout au long de ce travail. Merci vraiment. Merci Sylvie Tolmon pour la présentation de votre rapport pour avis et donc qui nous permet de mieux connaître les SECPA et les EREA. Voilà.